Bonjour à tous, nous sommes à Strasbourg au Parlement européen et aujourd'hui, Génération vient de créer sa délégation au Parlement européen. C'est complètement nouveau, mais c'est pour nous un acte important, un acte de liberté, indispensable au moment de reconstruire la gauche, d'embrasser la question écologique et de se projeter vers l'avenir, et notamment l'avenir de l'Europe. Autour de moi se trouvent les 3 premiers parlementaires européens de la délégation de Génération, Édouard Martin, Isabelle Thomas, Guillaume Balas. Et ce Facebook Live sera consacré à la fois au bilan qu'ils font d'ores et déjà de leur mandat, au combat qu'ils mènent, mais aussi au projet européen que nous porterons dans le cadre de la liste citoyenne à laquelle nous appartenons. J'en profite pour vous dire que nous nous inscrivons dans une volonté de rassembler largement, que ce rassemblement ne démarrera pas par des accords d'appareil, ce qui ne veut pas dire qu'il interdit que des mouvements politiques rejoignent ce rassemblement citoyen. Mais nous voulons commencer par les questions importantes aux yeux des citoyens européens, la question économique, la question du travail, de l'emploi, évidemment la transition écologique, toutes les questions liées aux droits de l'homme et notamment à l'accueil des migrants en Europe. Sur tous ces sujets, nous aurons une grande ambition, un vrai projet politique et nous sommes heureux de pouvoir en partager l'essentiel des propositions aujourd'hui avec vous. Donc bon Facebook Live, pour ce qui me concerne, je rentre à Paris. Donc salut et à bientôt. Salut Benoît. Salut Benoît. Merci d'être là. Bien, alors on a tout d'abord le grand plaisir de vous voir avec Édouard, Isabelle et moi-même. Bonsoir. Édouard qui est le président de notre nouvelle délégation. Le chef. Voilà, le chef. Et on commence tout de suite par une question de Tristan. Comment, dans le cadre européen, serait-il possible de tendre vers un modèle global social plus équitable et du coup, si l'idée d'un revenu universel d'existence à l'échelle européenne serait envisageable? Eh bien, Tristan, ça tombe très bien puisqu'il y a 2 semaines, on a participé à une initiative sur la post-croissance en Europe, aussi au Parlement européen, et la question du revenu universel était au centre. Il y avait plein d'experts, plein de gens. Qu'est-ce qu'on peut constater? Tout d'abord que l'idée du revenu universel est en train d'éclore de tous les côtés et que ce qui avait été dit pendant l'élection présidentielle par Benoît Hamon est aujourd'hui une réalité, c'est-à-dire que le revenu universel apparaît comme un des éléments de protection sociale supplémentaire nécessaires pour aboutir aux transitions auxquelles les travailleurs sont aujourd'hui soumis et qui puissent justement conduire ces transitions plutôt qu'en être les otages. Alors, est-ce que l'échelle européenne est une échelle pertinente? Oui, 3 fois oui. Et notamment dans le programme du printemps européen, cela est évoqué. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment des moyens financiers au niveau européen qui n'existent plus forcément à cause de l'austérité dans les budgets nationaux. Et notamment, vous le savez, il y a eu une politique de la Banque Centrale Européenne, ce que les technocrates appellent le quantitative easing, en fait, de l'émission monétaire, de la création de monnaie, qui aujourd'hui aide qui? Les banques. Il n'y a que les banques aujourd'hui qui peuvent avoir accès à ce quantitative easing. On sait, nous, qu'il faut réorienter vers l'investissement, évidemment, pour faire la transition écologique, pour protéger notre industrie, la changer, la moderniser, mais aussi, nous pourrions utiliser une part de ce quantitative easing pour le revenu universel. Alors la question est un peu plus large, puisqu'il y a marqué un modèle global social plus équitable. Pourquoi ça coince? Pourquoi il n'y a pas d'Europe sociale? Parce qu'on a jeté les peuples les uns contre les autres. On a assuré la liberté économique, la liberté de mouvement, mais on n'a jamais construit l'Europe des droits. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien d'abord, il faut allier les travailleurs les uns avec les autres, les salariés les uns avec les autres et ne pas les opposer. Il n'est pas vrai qu'aujourd'hui, un salarié polonais n'a pas le même intérêt qu'un salarié français. Ils ont même le même adversaire, c'est-à-dire l'actionnaire qui veut les opposer pour toujours avoir plus de plus-value et pour faire en sorte que les droits sociaux soient diminués vers le bas. Donc nous avons évidemment un ensemble de propositions, comme par exemple un SMIC dans chaque pays européen, c'est-à-dire un revenu minimal salarial au-dessous duquel on ne peut pas descendre et qui est la première base sur laquelle on peut s'appuyer pour créer de la convergence sociale européenne, mais aussi de construire de véritables autorités d'inspection pour faire en sorte que le droit social soit réellement effectif et qu'il y ait des moyens de recours aujourd'hui pour les salariés. Et on sait bien qu'au niveau européen, c'est extrêmement difficile. Il y a aussi Lucien qui pose cette question. Comment comptez-vous rendre audible notre message humaniste et écologiste au milieu du faux clivage entre libéraux et nationalistes et du prêt-à-penser facile qu'ils délivrent? Qu'avons-nous à leur répondre? En tout cas, nous sommes des députés qui disons la chose suivante, et notamment sur le débat concernant la migration.
L'Europe ne peut pas se construire en fermant ses frontières et en rejetant ceux qui sont dans la souffrance, qu'elle soit liée à la guerre, qu'elle soit liée au changement climatique, qu'elle soit liée à un mauvais état économique. L'Europe doit ouvrir ses frontières, l'Europe doit accueillir ces gens qui sont dans la douleur et dans la souffrance. Parce qu'on le sait très bien, on pourra construire tous les murs qu'on voudra, on pourra mettre tous les barbelés que l'on voudra, personne n'empêchera jamais, jamais ces personnes en souffrance, ces familles, d'essayer de les franchir, fussent-ils au risque de leur vie. D'ailleurs, regardez, la Méditerranée est devenue le plus grand cimetière du monde, c'est une véritable honte. L'Europe ne peut pas se construire sur ces valeurs-là. Donc nous, le message que nous portons, c'est de dire, évidemment, on ne va pas dire « venez tous ici », mais chaque migrant qui fuira la misère, qui fuira la guerre, qui fuira la douleur et la détresse, nous devons l'accueillir. Et regardons bien, en réalité, le flux migratoire, le principal flux migratoire, ce n'est pas chez nous que ça se passe, c'est entre pays du Sud. Donc laissez croire, en tout cas certains partis, certains élus qui laissent croire qu'aujourd'hui nous serions en danger parce qu'il y aurait entre guillemets des hordes de migrants qui viendraient sur notre territoire, eh bien c'est faux et archi faux. D'ailleurs, l'Allemagne en a donné l'exemple. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Matthias Schäuble, l'ancien ministre de l'économie, qui dit, après avoir accueilli 1 million de réfugiés, eh bien l'Allemagne a mis sur la table 1 milliard d'euros pour les accueillir dans des conditions dignes de ce nom. Entre guillemets, même si je n'aime pas ce terme-là, mais j'en trouve pas d'autre, retour sur investissement pour l'économie allemande, c'est 3 milliards d'euros. Donc on voit bien que ça n'est pas un problème non plus économique. Sur l'écologie, là aussi, on le dit, on le répète, que ce soit Isabelle, que ce soit Guillaume, que ce soit nous ou d'autres, l'élément de compétitivité majeur de demain, ça sera le respect du développement durable, les émissions de gaz à effet de serre. Et ça sera quelque chose de majeur, y compris sur le plan économique et y compris sur la compétitivité de nos économies. Et d'autres continents l'ont compris. La Chine, par exemple, même si effectivement c'est un pays continent aujourd'hui qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais elle a compris qu'elle a tout intérêt, y compris pour sa population, et y compris pour qu'elle puisse mieux vendre ses produits demain, d'investir dans les nouvelles technologies non polluantes. Regardez, les bus électriques sont chinois, ils sont leaders là-dessus. Et nous, on est toujours en train de se poser la question, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il ne faut pas y aller, est-ce qu'il faut investir? C'est ce que disait Guillaume, toujours cette espèce de satané réflexe qu'ont certains, c'est de dire, oui, mais quel dividende nous allons verser aux actionnaires? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est de savoir quel dividende écologiste durable nous allons laisser aux jeunes générations. Et donc, il faut investir là-dessus. Même ceux qui sont sceptiques sur le réchauffement climatique, parce qu'il y en a, ils ont plutôt intérêt à regarder ça sur le plan économique. Regardez déjà le prix de la tonne de CO2. Elle est montée à 25 €. Et demain, et quand je dis demain, je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, mais ça ne sera pas non plus dans 20 ans, le prix de la tonne de CO2 va atteindre des sommets, 100, 150 €, voire un peu plus. Donc, y compris sur le plan économique, nous avons intérêt aujourd'hui à se doter de moyens d'investissement pour que l'Europe soit, encore une fois, en tout cas je l'espère, moteur dans le développement durable et dans le respect de la planète. Si je peux me permettre d'ajouter une chose par rapport à la question de Lucien, parce qu'il a raison de dire le faux clivage entre libéraux et nationalistes, c'est non seulement un faux clivage, mais je dirais même que finalement ce sont les politiques libérales de ces 20 dernières années qui ont alimenté, nourri les nationalistes. Et il y a là une espèce d'arnaque, pardon de parler comme ça, il y a une forme d'arnaque de la part des libéraux à dire vous avez le choix entre nous, les libéraux pro-européens, et les méchants nationalistes racistes. En réalité, ce sont les libéraux qui ont alimenté en méprisant la voix des peuples, en méprisant leurs besoins, que ce soit au moment de la crise de 2008 avec ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait en Grèce, par exemple, en étranglant les services publics, les retraités, les salariés, partout en Europe. Par contre, en délivrant aux banques une forme de laisser-faire, et pire encore, en réalimentant malgré les erreurs qui avaient été commises. Donc en fait, les peuples européens, ils ont l'impression depuis 20 ans qu'ils sont le dernier wagon du train, à chaque fois qu'il faut payer, c'est eux qui payent. D'ailleurs, c'est vrai pour la fiscalité également. On parlait du quantitative easing tout à l'heure, mais c'est vrai aussi sur la fiscalité. C'est-à-dire qu'on peut aussi redonner corps au niveau européen aux finances publiques qui ne peuvent plus, au niveau national, se reconstituer. Pourquoi? Parce que l'évasion fiscale est telle
même l'évitement fiscal des multinationales est tel que finalement, les finances publiques des pays sont quasi exsangues. Alors sans compter en plus, autre arnaque, le fameux déficit du traité, du pacte de stabilité, qui a lui aussi mis en grande difficulté les peuples, et qui est pourtant la signature des libéraux. Donc on voit bien que d'un côté, il y a des libéraux qui font semblant de fighter, de se battre avec les nationalistes, oui, avec les nationalistes, comme dit Guillaume parfois avec les fascistes, hein. Mais d'un autre côté, mais la réalité, c'est que ces politiques libérales qui ont laissé les travailleurs, les jeunes sur le côté, eh bien, ils ont finalement constitué les bases du terreau nationaliste et xénophobe. Joseph pose la question, Edouard, pourquoi avoir créé une délégation au Parlement européen? Quelle utilité? Alors, on n'a pas créé une délégation Génération Parlement européen uniquement pour faire bien ou pour voilà, se démarquer. C'est simplement, tout à l'heure Benoît dans son introduction l'a très justement dit. Voilà, nous sommes un mouvement de liberté. Nous reprenons notre liberté. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui nous sont communes, que l'on partage depuis les élections présidentielles de l'année dernière. Rien n'a changé dans les idéaux qui sont les nôtres. La transition juste, écologique, les droits des femmes, les droits des migrants, les droits des travailleurs, lutter contre le dumping social, lutter contre la pêche en profondeur, etc., etc. Donc tout ça n'a rien changé. Mais en même temps, depuis que nous sommes au Parlement européen, depuis 2014, sans même avoir de délégation génération, on s'est rendu compte, et Guillaume l'explique très bien, c'est qu'il y a des députés d'autres partis politiques, de forces de gauche progressistes, que ce soit des communistes, que ce soit les écologistes de tout pays, où on travaille plutôt bien avec eux, on partage les mêmes idéaux, etc. Mais malheureusement, nous étions prisonniers des calculs et des jeux d'appareil, et ça ne pouvait plus durer. On voit bien qu'à 8 mois des élections européennes, ô combien importantes, on ne peut pas rester dans cette logique de parti. Il faut s'ouvrir, et c'est ce que fait Génération. Elle s'ouvre aux autres, mais elle s'ouvre aussi à la société civile. La preuve, je suis membre de la société civile, et en plus, je suis président... C'est les chefs, c'est pour dire. Chef. Voilà, même pas à la maison, je suis chef. Mais bon, je suis président de la nouvelle délégation. Et c'est ce souci-là, parce que... Pourquoi aujourd'hui? Parce que, malheureusement, pour des raisons administratives, juridiques, on n'a pas pu créer cette délégation plus tôt, sinon elle aurait vu le jour il y a déjà quasiment 6-7 mois. Mais voilà, maintenant nous avons l'outil propre pour avoir un focus un peu plus important sur nos travaux, et nous sommes prêts, et c'est ce que nous disons à nos partenaires, voilà, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on démontre que lorsque les forces de gauche progressistes s'unissent, eh bien on obtient des résultats. La preuve, le résultat aujourd'hui pour le vote concernant la réduction des émissions de CO2 concernant l'automobile, un sujet ô combien majeur pour l'avenir de la planète et pour l'avenir de l'Europe, eh bien grâce à cela, nous avons gagné cette bataille. Voilà quel est le sens de cette délégation. C'est ni plus ni moins, c'est de recouvrer ce que nous sommes, voilà, avoir le goût de l'ouverture, avoir la volonté de travailler avec les autres, parce qu'on sait que seul on n'y arrivera pas, et le sens de la délégation de Génération est inscrit dans une politique d'ouverture avec les forces de gauche progressistes pour essayer de construire, en tout cas poser les premiers jalons de cette Europe tant souhaitée. Alors, nous avons une question de Dan qui demande est-ce qu'il serait pertinent de faire directement de cette délégation une délégation printemps européen ou de la faire rejoindre pour capitaliser dès maintenant avec nos alliés à travers l'Union européenne. Alors déjà, Dan, bon, même si des fois on les enfreint tous les trois, il y a quand même des règles au Parlement européen. Je dis qu'on les enfreint parce que, bon, on a fait un petit... on est sanctionné là, normalement aujourd'hui on devrait pas avoir le droit de vous parler. Mais il y a des règles, et ces règles elles sont les suivantes. Les délégations, c'est par pays. Alors ça peut nous sembler aujourd'hui ridicule au niveau européen, mais les délégations, c'est par pays. Ce qui est transnational, si je puis dire, ce sont les groupes politiques. Et donc la vraie question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on va justement, et c'est vraiment notre... on y travaille depuis longtemps, comment est-ce qu'on va justement construire un groupe politique qui soit de l'ADN de Génération, de tout ce que Guillaume et Edouard ont dit, à savoir cette espèce de synthèse, de cristallisation entre les questions écologiques, les questions environnementales, et de santé, les questions
de défense des travailleurs et des questions sociales, la question de la démocratie, la question de l'égalité, des droits des femmes, de l'immigration, etc. Donc, cet ADN-là, on a envie, et d'ailleurs c'était le sens de notre inauguration, je sais pas comment dire, lancement de délégation aujourd'hui. Le baptême républicain. Évidemment, cela va de soi. C'était le sens de cet événement où sont venus d'ailleurs des gens qui venaient de la GUE, avec qui on travaille grâce à l'entreprise qu'a menée Guillaume depuis le début de ce mandat avec le Progressif Caucus, donc des gens qui viennent de la GUE. La GUE, c'est en gros la gauche unitaire européenne. On va dire unitaire européenne, mais je voulais un peu la qualifier. Ah, pardon. Enfin bref, c'est pas grave. Il y avait donc des amis du PC, d'autres qui ne le sont pas. Il y avait également des Verts, il y avait, pas français, mais bon tant pis, on fait avec les autres. Il y avait des amis qui travaillent avec nous et qui sont membres de la social-démocratie, mais avec qui on travaille sur toutes ces questions. Et comme le disait Elie Schlein, qui est notre marraine républicaine de la délégation Génération, il disait, mon rêve, c'est que justement on construise ce groupe de la politique du futur, enfin de la vision politique du futur, qui arrête de séparer des choses qui ne devraient pas être séparées. Effectivement, si on pouvait être tous ensemble entre écologistes, de gauche radicale ou même de gauche régionale, pourquoi pas, et en tout cas démocrate et européen, c'est le rêve qu'on essaye de construire et qu'on a vraiment la volonté de construire. Alors évidemment, nous avons commencé avec pas seulement au Parlement, puisque le printemps européen comprend des partis amis qui sont un peu comme nous d'ailleurs, des petits partis qui émergent sur cet ADN, la même que la nôtre, mais qui pour l'instant ne sont pas super connus parce que oui, on est en pleine transition, pas seulement énergétique mais aussi politique, et que tout ça doit prendre de la maturité. Évidemment, les élections européennes sont aussi l'occasion de le faire. Alors, moi, je crois que oui, nous, on est une délégation, donc forcément, on est national, ça se définit comme ça, mais oui, le groupe qu'on veut faire, il est d'abord transnational, ça va de soi, et puis aussi, il reprend l'ADN de Génération et tous ceux qui, sur ces orientations-là, participeront de notre aventure. Oui. Yasmine qui te pose une question sur les lobbies. Oui, Yasmine, d'après vous, devons-nous nous attendre à ce que les lobbyistes, entre parenthèses multinationales, lobby du nucléaire, FNSEA, etc., tentent de nous mettre des bâtons dans les roues? Et si oui, comment réagir vis-à-vis de cela? Alors Yasmina, malheureusement, ils ne tentent pas, ils le font déjà depuis l'origine. Vous le savez certainement, les institutions européennes et à Bruxelles, on dit que c'est la capitale des lobbyistes. Il y aurait environ 20 000 lobbyistes présents à Bruxelles. Mais en réalité, moi, c'est pas aux lobbyistes que je jette la pierre. Parce qu'entre guillemets, ils sont payés pour faire leur travail, défendre leurs intérêts propres. Là où je jette la pierre, c'est aux élus. C'est d'avoir cette faiblesse de céder au chantage des lobbyistes. Parce que nous trois, on reçoit des lobbyistes. Vous savez, pour moi, le lobbying, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Mais il faut parler avec tout le monde pour se faire sa propre idée. Mais il faut avoir aussi des règles de conduite. Par exemple, ne pas accepter de se faire adouber par ces gens-là, parce que parfois ils essayent de faire copain-copain, etc. C'est effectivement garder, ou se faire inviter. Par exemple, on s'est donné une règle de ne pas accepter les invitations. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, après, il faut toujours garder cette distance pour avoir cette possibilité, et en tout cas cette analyse nécessaire à rester objectif. Parce qu'en réalité, le député européen, les députés européens, comme les députés nationaux d'ailleurs, par qui nous sommes élus? Par les citoyens. Et donc nous sommes là pour défendre l'intérêt général des citoyens européens. Donc lorsqu'un lobbyiste vient nous voir pour nous dire, voilà, ce texte de loi ou cet amendement-là ne nous va pas, il faut regarder si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et c'est à nous de nous faire notre propre avis et de mettre un vote en fonction de ce que nous pensons être le bien collectif. Voilà, et je pense, et c'est là aussi où nous sommes plutôt parés à cela, parce que non seulement nous gardons cette distance nécessaire, mais nous sommes en permanence en train de vérifier entre nous trois qu'au moment des votes, eh bien, il n'y a pas d'impair. Parce que vous savez, ici, on vote je ne sais pas combien de textes par jour, donc il faut faire très attention. Et c'est ça aussi la force du collectif, c'est qu'on vérifie. Donc les lobbyistes, oui, ils le font, ils le feront encore, ils essaieront encore.
Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui avec le vote concernant la réduction des émissions de CO2 pour l'automobile, qu'ont fait les grands lobbyistes de l'automobile, c'est dire, regardez, ces parlementaires je veux dire, irresponsables risquent de mettre à mal l'industrie automobile et procéder à des centaines de milliers de suppressions d'emplois. Ce qui est complètement faux. On a des réponses techniques là-dessus, donc moi je veux bien avoir un débat avec les patrons de l'automobile pour démontrer que leur message est faux, donc ils jouent sur les peurs. Comment réagir face à cela? Je pense que rien de tel que le collectif, parce qu'on n'est jamais assez prudent, vérifier nos informations, vérifier la véracité des propos tenus par les uns et par les autres, et surtout prendre le recul nécessaire avec nos équipes, entre nous, et vérifier que ce que l'on va décider ensemble va dans l'intérêt des citoyens européens. Voilà comment la manière que nous avons de travailler. Je pense que 4 ans et demi après, ça a plutôt démontré que nous sommes plutôt efficaces là-dessus. On ne se fait pas, entre guillemets, berner par les lobbyistes, quels qu'ils soient. Merci. Alors Farid demande, que comptez-vous faire pour le bien-être animal? Alors, sur cette question, il faut avoir la franchise de dire qu'auparavant, quand nous étions dans la délégation socialiste, aucun de nous trois suivait ce dossier, et qu'il y a un travail évidemment très important avec un nombre de dossiers très important, et qu'il est apparu qu'un certain nombre de votes de solidarité que nous avons fait sur un certain nombre de sujets, aujourd'hui ne seraient sans doute pas les mêmes. Maintenant que nous sommes libres, justement, et que nous pouvons faire enfin ce que nous voulons, nous abordons cette question, j'allais dire, bien en face, car il nous semble que la question aujourd'hui du bien-être animal est devenue une question absolument politique. C'est-à-dire que, en gros, ce que nous acceptons de faire envers les animaux démontre aussi jusqu'où nous sommes capables de faire par rapport à d'autres êtres humains. Il y a une certaine forme de solidarité du vivant, et donc il faut pouvoir affronter cette question. L'action dans laquelle nous nous sommes engagés, la dernière, en tout cas là, en date, c'est sur la question des cages. Oui, vous savez que beaucoup d'animaux, notamment d'élevage, ne quittent jamais de cage et connaissent l'enfer d'une vie privée, de toute possibilité de pouvoir se déplacer. Donc on a soutenu très fortement la campagne End of the Cage, qui se déroule là aujourd'hui et qui se traduit par une initiative citoyenne, et vraiment je vous appelle à la soutenir, une initiative citoyenne qui, si on a le nombre nécessaire, eh bien, amènera la Commission à être obligée de se positionner, même si on sait que ce système d'initiative citoyenne est encore lacunaire pour être réellement démocratique. Voilà l'orientation aujourd'hui que nous avons sur ce sujet. Nous sommes en discussion avec beaucoup, notamment d'ONG, mais aussi de personnes qui combattent aujourd'hui pour la cause du bien-être animal, pour voir comment nous pouvons créer un front large, j'allais dire, sur cette question. Alors maintenant, Laetitia nous demande quelles sont les actions, alors il va falloir qu'on soit court, hein, nos copains, quelles sont les actions dont vous êtes les plus fiers dans votre mandat européen? On va se dire qu'on s'en limite à un par personne? Bon, non, t'exagères. Bon, allez. Bon. Qui va? Isabelle, vas-y, dis. Bon, moi, pas difficile de choisir. Le premier, je dirais que ça va vous paraître bizarre, mais c'est les victoires sur le budget. Parce qu'en fait, je pense que finalement, le budget, c'est les finances publiques, en fait, c'est quoi? C'est ce qui fait la redistribution et c'est ce qui fait la solidarité. Il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de solidarité sans redistribution. Et il n'y a pas de redistribution sans finances publiques et sans fiscalité. Il faut dire que depuis maintenant 4 ans que je suis à la commission des budgets, franchement, avoir réussi d'une part à obliger les États membres à une révision du cadre financier, enfin bref, à une révision à la hausse des budgets, c'était une belle victoire. Et là, je pense que le prochain vote sur le cadre financier, j'espère au mois de novembre, sera de même tonneau. Deuxième chose, bon allez, j'en fais 2, ça va Guillaume? J'en fais 2. Et la deuxième, c'est plus fort parce qu'il y a un problème de son là. Ah bon? Il faut parler fort. Et donc le deuxième, c'est l'interdiction de la pêche électrique parce qu'on partait loin. On avait la Commission la Commission européenne qui avait abusé et qui avait laissé complètement dégénérer une pêcherie, c'est-à-dire un mode de pêche par électrocution des poissons qui était interdite et qui était devenue finalement tolérée. On se retrouvait par exemple aux Pays-Bas avec 22% de la flotte utilisant la pêche électrique.
Et donc la Commission voulait généraliser ni plus ni moins le process. Et au final, avec ténacité, on a réussi en plénière à voter l'interdiction. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver jusqu'au bout, parce que vous savez, il y a ce que vote le Parlement, puis après, il y a le Conseil qui vient sans cesse amoindrir et sans cesse s'opposer. Finalement, les États membres sont beaucoup moins progressistes que ne l'est le Parlement. Mais en tout cas, pour l'instant, on a voté l'interdiction de la pêche électrique. Alors, effectivement, comme il faut faire un choix, je vais parler de l'industrie, je vais parler notamment du statut d'économie de marché que la Commission européenne voulait octroyer à la Chine au 1er janvier 2016. Et dès lors que nous avons vu les impacts que ça aurait pu avoir sur nos emplois au niveau européen, je fais partie de ceux, pas tout seul évidemment, mais au départ, qui avons pris nos bâtons de pèlerin pour s'opposer à cette décision complètement irresponsable de la part de la Commission. De quoi s'agit-il ? Lorsqu'on reconnaît un statut d'économie de marché à un pays tiers, notamment là, en l'occurrence c'était la Chine, pas n'importe quel pays, c'est reconnaître que l'économie du dit pays équivaut à la nôtre. Ça serait une économie libre et non faussée. Ça fait même rire les Chinois lorsque la Commission européenne a dit ça. Donc c'est pour vous dire, quoi. Tout le monde sait que la Chine n'est pas une économie libre et non faussée. C'est une économie planifiée. Le pouvoir central met des centaines de milliards de dollars chaque année pour dumper les produits et pour gagner des parts de marché au détriment des emplois des autres continents et notamment de l'Europe. Donc vous imaginez la folie que ça aurait eu comme impact si on avait laissé faire la Commission. Et à quelques députés, nous avons réussi à avoir une majorité au Parlement européen. Donc on a contré l'initiative de la Commission européenne, on a voté une résolution au Parlement européen, à une large majorité, et nous avons contraint la Commission européenne à retirer cette proposition. Et au contraire, nous avons réussi à augmenter les droits de douane sur certains produits au moment de la crise, par exemple, de l'acier, des fortes importations de l'acier chinois qui mettent en péril nos industries. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts, y compris pas des experts de gauche, qui disaient que si la Commission européenne commettait l'erreur de reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, c'était plus de 4 millions d'emplois industriels qui disparaissaient en quelques mois. Je parle bien de 4 millions d'emplois industriels lorsqu'on sait qu'un emploi industriel en engendre 3 autres. Donc vous imaginez, nous sommes passés à côté d'un drame social, d'une faillite sociale, d'une faillite industrielle, et je ne sais pas pour quelle raison la Commission a été dans ce sens-là. Mais la Commission, poussée par le Conseil, donc poussée par les États, parce que c'est là, voilà un cas d'école où on voit bien que on stigmatise souvent Bruxelles et souvent aussi à raison. Mais la faiblesse de l'Europe, c'est le manque d'Europe. Et ça, la Chine l'a très bien compris. Et donc, elle va, de capitale en capitale, elle va négocier avec les chefs d'État et elle joue le chantage. Les Espagnols, attention, n'oubliez pas que nous détenons la moitié de votre dette. Les Français, attention, si vous voulez vendre du vin et du fromage, et des TGV, entre autres. Angela Merkel, attention, si vous voulez continuer à vendre vos Volkswagen, etc. Et donc, il n'y a pas de cohésion là-dessus. C'est le chacun pour soi. Eh bien, le Parlement européen a joué son rôle à plein. Nous avons réussi, effectivement, à éviter un drame social. Voilà un des sujets majeurs qui n'a jamais fait la une des médias, mais sur lequel nous sommes très fiers. Moi, je vais vous parler d'un sujet qui m'a tenu à cœur, c'est la question du dumping social, puisque j'ai eu la chance de pouvoir faire voter un rapport de lutte contre le dumping social et qui comportait notamment des mesures dont on pensait sincèrement pas que le Parlement européen, vu le poids de la droite ici et des libéraux, allait pouvoir le soutenir. C'est simplement un rapport de positionnement du Parlement européen. Ça n'est pas un rapport qui se traduit malheureusement par des décisions européennes. Mais néanmoins, je suis extrêmement fier de voir que dans mon rapport, je proposais une autorité européenne du travail, avec notamment des inspections renforcées pour lutter contre le dumping social, et que cette idée a été reprise. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit évidemment, mais par la Commission européenne. Et là, est en débat aujourd'hui. Maintenant, il faut évidemment lui donner du contenu, mais ça pourrait être quand même une petite avancée qui pourrait être utile pour les salariés. Et on est d'abord là pour défendre évidemment les gens par des règles sociales qui fassent que cette lutte des salariés les uns contre les autres puisse s'achever. Je ne vais pas parler d'un deuxième thème parce que j'aimerais tout de suite répondre à une petite question là, qui est devant moi de René. Que faire pour des gens comme moi qui vont vers la cinquantaine et qui n'ont
plus de travail ni de ressources. Alors, il y aurait plein de choses à dire, René, évidemment, sur cette question-là, sur la question de la formation, de la politique d'emploi, de la politique industrielle et économique, de la fin de l'austérité pour créer des emplois, de la transition écologique qui amène justement des emplois non délocalisables. Mais je reviens au début de la discussion qu'on a eue. Si au moins il y avait un filet de sécurité extrêmement important, dû à tous par le revenu universel, eh bien ça pourrait donner à des gens qui justement sont dans la difficulté l'énergie nécessaire pour pouvoir retrouver du travail, bouger. Et c'est pour ça que le revenu universel, nous y tenons tant. Isabelle, une question Non, parce que c'était celle-là, Roselyne? Moi j'ai une question sur laquelle je voudrais réagir. C'est une question de Véronique qui demande comment mobiliser les électeurs pour que le vainqueur des élections ne soit pas le parti des abstentionnistes. Merci Véronique pour cette question. Véronique. Parce que c'est vrai que c'est une question qui traverse l'ensemble des élections, mais particulièrement les élections européennes. On voit bien qu'en 2014, c'était uniquement 48% de taux de participation. Je ne sais pas quel sera le taux l'année prochaine, mais j'ose espérer qu'il sera largement au-dessus. J'ose l'espérer. Je n'ai pas de solution miracle. Nous n'avons pas de solution miracle. Mais j'ai simplement envie de faire passer ce message-là. Qu'on soit europhobe, qu'on soit eurosceptique, mais qu'on soit surtout europhile, parce que moi je crois en l'Europe. J'y crois, pas par dogme, pas parce que c'est la mode. On pourra éventuellement évoquer quelques cas, parce que l'Europe, même si elle fait des choses qui sont condamnables, mais c'est quand même un espace de liberté, de démocratie, de paix majeur, il ne faut pas l'oublier. Mais j'ai simplement envie de dire à ceux qui n'ont pas envie d'aller voter, c'est ne soyez pas spectateurs de votre vie, soyez des acteurs, allez voter. Votez pour qui vous voulez, mais allez voter, parce qu'après il sera trop tard. Qu'il y ait 30% de participation, vous allez dire que ce n'est pas très démocratique, c'est vrai, mais ce sont les règles actuelles, ou qu'il y ait 70% de participation, les personnes qui seront élues au Parlement européen iront au Parlement européen. Donc j'ose espérer que toutes les personnes qui ont envie que cette Europe-là bouge, qui ont envie qu'elle change et qu'elle aille plutôt dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, plus de justice sociale, plus d'humanisme, plus de contrôle de l'évasion fiscale, plus de place pour le développement durable, etc., allez voter, allez voter. Les absents ont toujours tort, je suis désolé de parler aussi brutalement, donc voilà, soyez des acteurs, ne soyez pas des spectateurs de votre vie, allez voter. Surtout qu'on n'est pas dans n'importe quelle période historique, hein, quand même. Il y a en Europe des gens qui ne s'abstiendront pas et qui risquent d'être puissants, et qui risquent non seulement de désintégrer l'Europe, mais de désintégrer les droits humains et les droits sociaux des Européens. Moi, je voudrais, si vous voulez bien, une question de Marie-Noël sur d'ailleurs qui regroupe un peu celle de Suzanne. Je vais faire les deux d'un coup. Marie-Noël, c'est quelles sont les mesures que le mouvement du printemps européen va proposer pour les droits des femmes? Et puis Suzanne, c'était pensez-vous présenter le printemps européen que peu de gens connaissent? Donc je vais commencer par présenter le printemps européen. Effectivement, bonne remarque de Suzanne. Moi je fais comme si j'intervenais tout à l'heure comme si tout le monde connaissait, alors que c'est quelque chose d'autre. De quoi s'agit-il? Plus fort, Madame SVP. Ah bah oui, mais je n'ai pas une grande voix, moi, pardon. Hein. Bon, je vais essayer de faire plus fort, mais j'ai pas une voix très, très, très puissante. Donc le printemps européen, ce sont, comme je le disais, des petits partis dans lesquels il y a Diem, qui est le mouvement qui a été créé par Yanis Varoufakis quand il a démissionné du gouvernement grec, et qui a essaimé et puis il y a des partis comme Razem en Pologne, qui est un parti qui est plutôt né des mouvements féministes, mais qui s'intéresse aussi beaucoup à la question des droits sociaux, des droits des travailleurs. Il y a un parti comme Alternativet, qui est un parti qui a été un peu une scission, on va dire, des écologistes entre les libéraux. Alors bon, Alternativet, c'est pas les libéraux, c'est les autres, c'est les écologistes de gauche. Il y a donc Génération, il y a un petit parti également portugais, qui est à la fois socialiste et écologique, et puis il y a d'autres amis en Italie, etc. Donc voilà. Donc tous ces gens-là se sont regroupés pour constituer un mouvement transnational qui s'appelle donc, pour lequel on a choisi un nom qui dit bien ce que notre état d'esprit, c'est-à-dire l'espoir est de retour. Et ce mouvement transnational a pour nom le printemps européen. Voilà, donc c'est ça le printemps européen. On travaille évidemment
à rechercher encore d'autres alliés, d'autres amis, mais on a tous, comme je le disais, à la fois cet ADN écologiste de gauche et démocratique, avec la même analyse sur les 20 ans de libéralisme qui ont eu pour conséquence de désespérer toujours plus les peuples de l'Europe, et puis en plus de continuer à faire que la planète se dégrade. Donc c'est en rupture à tout cela que nous avons chacun dans notre coin d'abord, et puis tous ensemble constitué le printemps européen. Alors les propositions sur le printemps européen concernant les droits des femmes, il y a d'une part, alors je ne vais pas toutes les expliquer, rassurez-vous, mais je vais prendre ce qui me semble le plus marquant. D'abord, évidemment, la liberté des droits et les droits, l'affirmation des droits sexuels, je vais y arriver, et notamment le droit à l'avortement, qui, même s'il a connu il y a quelques mois un dénouement heureux en Irlande, est encore un droit qui n'est pas obtenu partout en Europe. Et évidemment, il y a la question de la Pologne, la question de l'Espagne, où il y a eu tentative du gouvernement Rajoy de revenir sur ce droit. La question de l'Italie, bref, je ne vais pas faire la liste, mais on voit bien. Et puis les endroits, comme en Hongrie, où c'est de nouveau remis en question. Donc, l'affirmation des droits sexuels. L'interdiction des écarts salariaux, donc entre salariés eux et salariés et, avec obligation de publication, et la généralisation de la parité, alors que ce soit en politique ou dans le milieu, par exemple, de l'entreprise. Le droit au congé parental, je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur le droit au congé parental, parce que le Parlement avait voté une avancée significative sur le congé parental. Et Guillaume, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais c'est le gouvernement français qui a considéré que ça coûtait trop cher, et donc a bloqué au Conseil. Donc, il a pris la tête de l'opposition. Il a pris la tête de l'opposition, 4 ou 5 pays qui ont finalement bloqué l'affaire, et on se retrouve avec un congé parental qui n'a pas évolué. Et puis, une protection spécifique pour les migrantes, donc les femmes migrantes, d'ailleurs aussi c'est vrai aussi pour les mineurs, qui sont considérés comme évidemment avec des risques, on va dire, de ségrégation, de fragilité, et qui nécessitent des droits particuliers. Voilà quelles sont les propositions pour les droits des femmes. D'ailleurs, si tu permets, Isabelle, je vais rebondir là-dessus sur le droit des femmes et sur l'égalité salariale. Malgré tout, l'initiative a permis à 2 États membres d'être précurseurs là-dedans et de faire voter des lois nationales qui aujourd'hui réparent cette inégalité. Je prends la Finlande, et là, plus près, et dernièrement, l'Allemagne, depuis le 1er janvier 2018. Et que dit cette loi? L'obligation faite sur la transparence des salaires entre les femmes et les hommes dans toute entreprise. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que dans beaucoup d'entreprises, il y a une différenciation d'écart de salaire en fonction du genre. Sauf que pour pouvoir avoir gain de cause, il faut que la personne discriminée puisse avoir les éléments de preuve pour rester en justice. Et comme il n'y a pas de transparence sur les salaires versés aux femmes et aux hommes, donc c'est très compliqué pour les victimes. Ça arrive parfois, mais c'est très compliqué. Et si demain en France, on avait un gouvernement qui osait jouer la transparence sur les salaires, de manière mécanique, les entreprises rattraperaient ce retard parce qu'elles sauraient qu'elles pourraient être condamnées immédiatement et mécaniquement. Donc voilà, si on avait un vœu à faire, malheureusement on a perdu cette bataille ici au Parlement européen, mais la France peut rattraper le coup comme l'a fait la Finlande, comme l'a fait l'Allemagne, et faire voter une loi pour la transparence salariale. Alors, Roselyne nous demande, n'aurions-nous pas plus de chances, donc elle doit être membre de Génération, j'imagine, de gagner en faisant alliance avec Yannick Jadot et Pierre Laurent. Donc, Yannick Jadot, je le rappelle, c'est le tête de liste aujourd'hui désigné par EELV, et Pierre Laurent, c'est le secrétaire général aujourd'hui du Parti communiste français. Alors, écoute, Roselyne, c'est très simple. Nous avons toujours dit, notamment à nos amis écologistes, que nous étions prêts à l'alliance. Mais visiblement, ils font un autre choix. Et ils font un autre choix puisqu'ils disent qu'ils ne veulent pas d'alliance avec nous, qu'il faut que EELV soit tout seul. Alors, je sais que ça pose un gros débat aujourd'hui au sein d'EELV. J'espère qu'ils vont se reprendre parce que ça n'a
pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord sur l'essentiel, qu'ensemble, nous pourrions justement donner naissance à cette gauche écologique dont nous avons tant besoin. Et si jamais, eh bien, ils décident malgré tout de continuer à fermer la porte à toute forme de discussion, eh bien, nous prendrons nos responsabilités. Il y aura des écologistes, d'origine écologiste, j'allais dire, sur la liste Génération. Il y aura surtout des citoyens investis dans les combats écologiques parce que nous pensons qu'il est trop important aujourd'hui de mener ce combat sans sectarisme, mais au contraire en ouvrant très largement à tous ceux qui se reconnaissent dans le combat écologique le fait de devoir faire front commun. Nos amis communistes aujourd'hui, eh bien, on discute avec eux. Alors, on n'a pas envie de faire une liste non plus où on discute simplement entre partis politiques et partis politiques pour construire une liste simplement de partis politiques. Et donc l'idée, c'est quand même de s'ouvrir aux citoyens. Mais nous souhaitons évidemment qu'avec ceux avec qui on a des convergences, et avec le Parti communiste, et notamment son chef de file aujourd'hui sur les européennes qui s'appelle Yann Brossa, nous menons un combat très important pour dire que non, les migrants ne sont pas nos ennemis et que nous devons les accueillir. Et donc ça, c'est un point de convergence très fort et nous espérons pouvoir travailler ensemble pour ces élections européennes. J'en profite pour une question là, qui a été posée sur la question de l'Aquarius. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'Aquarius? Isabelle, peut-être tu pourras en dire un mot sur la question du pavillon de l'Aquarius et ce que nous avons proposé sur ce sujet. Mais je voudrais dire que le Parlement européen aujourd'hui est dominé par des forces qui sont complètement sourdes à la question des migrants et notamment de l'Aquarius. Il y a eu la demande d'un débat sur la question de l'Aquarius qui a été faite au Parlement européen. Eh bien, il y a eu une majorité pour qu'il n'y ait pas de débat et le groupe libéral, c'est-à-dire les amis de M. Macron, ont voté contre le fait qu'il puisse y avoir simplement un débat sur la question de l'Aquarius. Autant vous dire qu'on est déterminé. Absolument. Si je peux compléter, je m'approche du coup. Si je peux compléter, on a fait une proposition toute simple et tellement évidente que je ne comprends même pas qu'elle n'ait pas été reprise, puisque sous pression du gouvernement italien, évidemment de M. Salvini en premier lieu, le Panama, qui était le pavillon de l'Aquarius, le Panama a décidé de retirer le pavillon à l'Aquarius. Et donc, vous savez, un navire ne peut pas naviguer nulle part dans le monde s'il n'a pas de pavillon. Et donc, évidemment, le réflexe d'une députée européenne, certes, mais française, vu que ça n'existe pas, contrairement d'ailleurs à ce qu'ont dit certains députés européens, il n'y a pas de pavillon européen. Ça n'existe pas, donc on ne pouvait pas lui attribuer un pavillon européen. Mais par contre, évidemment, j'ai envoyé une lettre au président de la République en ce sens pour dire, il faut savoir, l'Aquarius a sauvé ces dernières années 25 000 personnes, c'est-à-dire 25 000 personnes qui étaient qui étaient promises à la mort, certaines en Méditerranée. Donc ce travail que fait l'Aquarius est tout à fait remarquable. C'est d'ailleurs le travail que devraient faire les États membres de l'Union européenne. Et donc par défaut, la moindre des choses, c'était de lui attribuer le pavillon français. À ce jour, j'attends toujours la réponse de M. Macron. Bref, il a sûrement mieux à faire. J'en profite, j'ai trois questions de Gabriel. Alors je vais essayer d'aller vite, parce que d'abord, pourquoi siéger avec les socialistes? Bon, il se trouve d'abord qu'on est arrivé en étant sur les listes socialistes, tous les trois. Donc, et puis, comme ça a été dit déjà à plusieurs reprises, la question, quand on a constitué la délégation, encore une fois, délégation donc, au niveau national, la question s'est posée, et elle se pose d'ailleurs. Mais nous n'avons pas le groupe idéal. Nous n'avons pas le groupe idéal, c'est-à-dire le groupe où on pourrait se retrouver avec les écologistes, avec une partie des sociodémocrates, qui sont eux aussi en mutation, si je puis dire, avec une partie de la GUE, la partie pro-européenne, avec sans doute plein d'autres qui demain, et bien sûr demain avec le printemps européen. Mais bon voilà, et puis on est aussi à quelques mois, mais c'est pas une question, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Pourquoi avoir voté en faveur de la surpêche? Alors là par contre, excusez-moi Gabriel, mais là ça s'appelle une fake news. Je n'ai jamais voté, personne, enfin en tout cas autour de cette table, on n'a jamais voté en faveur de la surpêche. Voilà, donc on est aussi des fois victime de ces fake news où les gens, alors soit parce qu'ils n'ont pas bien compris le texte, et je comprends parce que les textes pêche c'est un peu compliqué, soit même, ça peut arriver un peu par malveillance, nous attribuent des intentions ou des votes un peu
un peu négatif. Enfin, en tout cas, de quoi s'agissait-il? Je suppose que vous faites référence à ce qui a été colporté par un parti ami. Le plan pluriannuel en mer du Nord. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait de voter pour ce qu'on appelle, alors c'est un peu compliqué, le rendement maximum durable, c'est-à-dire en fait, c'est d'ailleurs depuis la politique commune de la pêche votée en 2012-2013, et qui exige que on attribue des quotas de pêche, c'est-à-dire qu'on a le droit de pêcher les poissons en fonction de leur renouvellement et le renouvellement des stocks. En gros, on aurait droit de prendre, et encore pas toujours, que les intérêts sur le capital. Pas toujours quand le stock est considéré comme trop faible pour se reconstituer normalement. Et donc c'est ces intérêts, c'est-à-dire ce qui ne touche pas au... la survie. Voilà, la survie de l'espèce. Non seulement la survie, mais le stock, la masse du stock. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ce que je suis en train d'expliquer, mais en gros c'est ça. Donc sur le stock mer du Nord, il se trouve que il y a de plus en plus, notamment en Atlantique, de très bons résultats. Ça veut dire que la politique commune des pêches, contrairement à ce qu'on raconte, elle a produit ses effets. Ça a été très dur pour les pêcheurs. Il y a eu beaucoup, un peu comme, alors toute proportion gardée, mais un peu comme dans la sidérurgie. Il y a eu à peu près, il faut savoir, 50% des pêcheurs qui ont purement et simplement disparu. Donc voilà, restructuration, on appelle ça. Mais ça a porté ses fruits. Et les fruits, c'est qu'aujourd'hui, les stocks se reconstituent en Atlantique. Près de 67% des stocks sont totalement reconstitués, alors qu'ils étaient en situation extrêmement... malheureusement, ce n'est pas le cas en Méditerranée. Il y a un énorme problème. Mais bon, on ne va pas me lancer pas trop sur la pêche, parce que je risque de vous prendre la tête pendant longtemps. Vous prendre un peu trop la tête. Et surtout de ne pas lui laisser la parole. Voilà, et surtout de ne pas vous laisser la parole. Alors après, dernière question de Gabriel. Pourquoi avoir voté pour le secret des affaires? Alors, vous savez, la directive du secret des affaires. Alors d'abord, on n'a pas tous voté pareil. Il faut savoir. Édouard et Guillaume se sont abstenus. Moi, j'ai voté pour. Et on avait tout simplement une interprétation différente de l'article 5, pour dire les choses. Moi, j'ai considéré que dans l'article 5, il y avait les protections nécessaires parce que, alors certes, on laissait le juge décider si oui ou non le lanceur d'alerte avait porté l'intérêt général ou s'il avait porté un intérêt particulier. C'était ça un peu l'idée. Mais voilà, Guillaume et Édouard considéraient que c'était insuffisant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit notre appréciation de cet article 5, il y a eu beaucoup là aussi de choses exagérées qui ont été dites. Et surtout, ce qu'on a obtenu, et c'est probablement la chose la plus importante, ce qu'on a obtenu, c'est que la commission, qui ne voulait absolument pas légiférer, parce que vous savez que c'est la commission qui a le pouvoir d'initiative, la commission qui ne voulait absolument pas légiférer sur la protection des lanceurs d'alerte, eh bien, a été obligée, sur la pression du Parlement, de proposer un projet de directive qui est aujourd'hui en discussion au Parlement, qu'évidemment on fait tout pour voter avant la fin du mandat, afin que là, il n'y ait plus de questions, ce soit vraiment une protection absolument encadrée et forte des lanceurs d'alerte. Moi, j'ai envie de reprendre une question de Sylvie, qui nous dit « Le Parlement européen a un rôle consultatif. Est-il possible de fédérer les partis pour augmenter son pouvoir ?» Alors Sylvie, non, plus maintenant. Le Parlement européen est co-législateur depuis le traité de Lisbonne, depuis 2009. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hélas, Isabelle vient de le dire, la seule institution dans le triangle institutionnel européen, la Commission, le Conseil et le Parlement, la seule institution qui a ce pouvoir d'initier un texte de loi, c'est la Commission, certes, et ça on le regrette. Nous, on aimerait que le Parlement européen ait ce pouvoir d'initier des textes de loi, mais néanmoins, une fois que la Commission fait cette proposition législative, le texte, la proposition vient au Parlement européen. Et là, on l'amende, on le change, on le triture, on la rejette même des fois. Des fois, on rejette, y compris là. Et une fois qu'on arrive à se mettre d'accord sur cette proposition de la Commission, eh bien, c'est le support pour aller négocier avec le Conseil. Là où vous avez raison, Sylvie, c'est que il faudrait qu'on ait plus de pouvoir pour pouvoir initier des textes de loi que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est exactement le sens de notre délégation. C'est comment fédérer d'autres partis pour augmenter notre pouvoir, même en n'ayant pas cette possibilité d'initier des textes de loi, nous sommes co-législateurs. Et on l'a vu sur plein d'exemples, les 3 exemples de réussite, l'exemple d'aujourd'hui avec l'automobile. Dès lors qu'on arrive à se parler, à se mettre d'accord sur l'essentiel, on gagne des batailles politiques.
Et voilà, c'est le sens de Génération, c'est s'ouvrir et regarder comment on peut fédérer le plus largement possible dans l'intérêt des citoyens. Mais nous ne sommes pas que une institution consultative, nous sommes co-législateurs. D'où l'importance d'aller voter l'année prochaine. Alors moi j'ai deux petites questions, j'allais dire, qui ont trait à Génération, donc je vais mettre plutôt ma casquette là, de coordinateur pour ces deux questions-là. Il y a une remarque qui dit « Ah oui, mais il n'y a pas assez de jeunes qui portent... » C'est pour nous pas très agréable, mais c'est ainsi. Il n'y a pas assez de jeunes qui portent Génération. Alors non, ça n'est pas vrai, car a été désigné un nouveau collectif national, donc la direction politique, hein, on pourrait dire exécutive du mouvement, et il y a 4 porte-paroles, Aïssa Tassek, Aurore Laluc, Pierre Cerne et Adrien Bureau, et je crois qu'il y en a un seul parmi ces 4 qui dépasse la quarantaine. Les 3 autres sont en dessous. Donc non, vraiment, ça n'est pas le cas. Autre question, lors des élections européennes, quelle articulation avec les comités sur le terrain? Nous sommes en train, évidemment, d'y travailler. Elle va être absolument essentielle. Pourquoi? Parce que cette élection, elle est médiatique simplement au dernier moment. Généralement, ce n'est pas avant le dernier mois où les médias vont commencer à réellement s'intéresser à la question des élections européennes, bien malheureusement d'ailleurs, et c'est une idiotie, mais c'est ainsi. Donc, le rôle des comités, le rôle des membres de Génération, le rôle du travail de terrain, le fait que nous on se déplace pour, y compris, aller débattre de cette question, le rôle de la liste que vous allez désigner, le rôle des comités pour organiser la discussion avec les citoyens vont être absolument essentiels. Le collectif national, vous savez, se réunit tous les lundis soirs, et lundi soir prochain, ça sera un des éléments que nous allons commencer à aborder avec très grand sérieux. Oui, moi j'ai envie de répondre, je vais grouper. Alors je ne sais pas si c'est le même Gérard, mais il y a 2 ou 1 Gérard qui pose des questions qui Beaucoup de Gérard en France. Hein. Justement, je ne sais pas si c'est le même ou pas, mais qui pose des questions qui vont bien ensemble. La première, c'est que pensez-vous d'une réforme des statuts de la Banque Centrale Européenne? Pensez-vous qu'il faille mettre un terme à la règle des 3% du déficit public, État souverain de leur dette publique? Et autre question de Gérard, du même ou pas, que pensez-vous de la mise en place d'une assemblée constituante européenne? Donc Gérard, très clairement, oui, 1000 fois oui. Il a été dit, et par le printemps européen, et par Génération, et par nous, nous y sommes confrontés sans arrêt. Les traités aujourd'hui ne sont pas suffisamment démocratiques. Ils ne sont pas suffisamment démocratiques, ce qui explique d'ailleurs que les citoyens se sentent très loin de la décision en Europe, ce qui explique que, comme on l'a dit à maintes reprises ce soir, parfois le Parlement vote des choses super, ou en tout cas acceptables, comme le rapport d'Ali ce matin sur les émissions de CO2 dans l'automobile, mais en même temps, parfois ça se confronte à un conseil, donc aux États membres, qui bloquent, et donc on peut remettre en cause la démocratie. Sur la zone euro, c'est encore pire, parce que là le Parlement n'a quasiment rien à dire, d'où d'ailleurs l'idée défendue pendant la campagne de Benoît, défendue par Piketty, d'un Parlement de la zone euro. Bon, en tout cas, l'idée du Parlement de la zone euro, peu importe si on est d'accord avec ce contour ou pas, l'idée c'était de remettre la question économique de l'euro et la question de l'euro dans les mains de la démocratie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc oui, que ce soit pour la BCE, même si pour la BCE, la réalité c'est que ça fait belle lurette qu'elle ne respecte plus les règles qui lui ont été données au point de départ. Donc comme quoi, la politique est souvent plus forte que les traités. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, Edouard, même chose sur le pouvoir d'initiative, parce que tu dis, c'est la Commission qui a le pouvoir d'initiative, mais la réalité, c'est que quand on touche la Commission, que ce soit on y arrive, que ce soit sur les lanceurs d'alerte, que ce soit sur la révision du cadre financier pluriannuel, enfin sur les budgets, donc il y a les traités, et puis il y a la politique, il y a le rapport de force. Et je dirais à ceux qui se demandent qui veulent se battre contre l'abstention, il faut expliquer tout ça. Plus il y aura de citoyens engagés, pas seulement d'ailleurs au moment du vote, mais sur les réseaux sociaux, sur les mails des parlementaires, à vérifier, bref, plus il y aura de citoyens engagés sur les questions européennes, plus nos idées en tout cas seront fortement défendues et pourront mieux passer possible. Donc moi je crois à la fois que oui, bien sûr, il faut changer les traités, il n'y a pas de problème, il y a juste que c'est pas si simple, et donc on va en mettre, et ça fait partie du projet du printemps européen, donc on va y mettre toutes nos forces, mais
c'est pas parce qu'on n'a pas changé les traités en claquant des doigts qu'on peut rien faire. Ça, c'est pas vrai. Il y a plein de moyens d'agir. Il y a la pression sur la commission. On peut ne pas voter. Nous, on n'a pas voté, par exemple, pour Cagnetté. On n'a pas voté. Cagnetté, c'est le commissaire. Le mec. Enfin, pardon. Excusez-moi. Le commissaire Cagnetté. C'est un mec, hein. Oui, c'est un mec. Il était dans le lobby du pétrole et en même temps, on le proposait comme commissaire à l'énergie. Vous voyez, il y avait chercher l'erreur, quoi. Donc, on n'a pas voté. On peut bloquer une commission. On peut même, il y a un pouvoir, un droit, comment dire, une obligation de, pas une obligation, mince, je cherche mes mots, un droit de censure de la commission, enfin bref, on a le droit de les virer par une majorité, certes qualifiée du Parlement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est même, parfois, on se dit, plus démocratique qu'à l'Assemblée nationale. On a déjà viré la commission sanitaire, enfin le Parlement européen a déjà rejeté une commission, à ma connaissance, depuis la Ve République, il n'y a pas eu de gouvernement qui s'est fait virer par l'Assemblée nationale. Donc, oui à la réforme des traités, les CE, évidemment déficit, évidemment la règle du déficit stupide, stérile. Oui, la réforme des traités, mais en même temps, c'est pas parce qu'on n'a pas tout réformé qu'on peut rien faire. Alors, on arrive à la fin de ce Facebook Live. Une dernière question peut-être, Monsieur le Président, que tu aimerais traiter? Oui, il y en a encore beaucoup d'autres. Nous sommes désolés, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, nous avons pris un vrai plaisir à essayer de répondre, en tout cas à vos interrogations. La dernière, de Paul. Quel projet européen défendre face aux eurosceptiques? Là aussi, c'est un exercice ô combien compliqué. Mais il faut peut-être qu'on s'arrête quelques secondes et qu'on s'interroge sur cette Europe-là, en tout cas l'Europe dans laquelle nous vivons. Quel que soit le regard que nous portions cette Europe. Et effectivement, c'est l'Europe des marchés, l'Europe du libre-échange, c'est le travail qui nous reste à faire et nous voulons le mener à plein, à fond. Mais au-delà de ça, regardez ce qui se passe autour de nous et regardez quelles sont les valeurs qui sont en Europe. La démocratie, la liberté de la presse, la liberté de la justice, la liberté de circuler, etc., etc. Ça, c'est ancré dans les valeurs. Et regardez les résultats, parce que dans des pays, ce sont les nationalistes qui ont gagné les élections. Regardez mécaniquement ce qu'il se passe. Ceux des nôtres, en France, les nationalistes qui disent si on gagne, on vous protégera mieux. Mais regardez ce qui se passe en Pologne, regardez ce qui se passe en Hongrie. Ces nationalistes-là, la première chose à laquelle ils se sont attaqués, c'est la démocratie. C'est le droit des femmes, c'est le droit de la justice. Donc pouvoir nommer des juges, des procureurs, voire les virer. C'est bâillonner la presse. Donc on voit bien que les nationalistes, la première chose qui les obsède, c'est comment on bâillonne les citoyens, comment on leur interdit de s'offusquer, comment on leur interdit de manifester, en tout cas de dire qu'ils ne sont pas d'accord sur l'orientation que prennent leurs dirigeants. Donc voilà l'intérêt aussi de l'Europe. Et là, pour le coup, y compris sur le plan économique, et y compris sur le plan social, 70% de nos échanges commerciaux en France, et même partout ailleurs, sont intra-européens. Regardez l'exemple de la Grande-Bretagne, qui vient de voter le Brexit. Là, les partis politiques, et y compris des élus de droite, ceux qui ont soutenu le Brexit, sont en train de s'interroger s'il ne faudrait pas refaire un référendum, parce qu'ils se rendent compte, et les citoyens sont les premières victimes, à voir les effets néfastes. Aujourd'hui, beaucoup de biens de première consommation voient le prix s'envoler. L'autre exemple, c'est le fabricant d'avions de moteurs d'avion, Rolls-Royce, une entreprise ô combien britannique, de tout temps britannique. Les dirigeants sont en train de s'interroger s'ils ne vont pas délocaliser la production vers le continent, parce qu'ils savent qu'une fois que la Grande-Bretagne sortira de l'Union européenne, il y aura mécaniquement des droits de douane. Donc mécaniquement, tous les produits britanniques vont coûter beaucoup plus cher. Et ça va se faire au détriment de qui? Au détriment des emplois et donc au détriment des citoyens. Donc c'est ceux qui laissent croire ou qui laissent rêver qu'en dehors de l'Europe, entre nous, on serait mieux, il y aurait plus de démocratie, plus de liberté et plus d'emplois, ce sont des menteurs. Regardez bien leur nez lorsqu'ils vous disent ça, vous allez voir qu'ils poussent énormément. Donc ne nous laissons pas berner par ces discours simples et simplistes. Au contraire, ensemble, menons cette bataille pour qu'enfin cette Europe, avec plus de justice sociale, avec plus d'écologie, avec plus de droits pour les femmes, avec plus de droits pour les minorités, elle soit une réalité. Et ça, vous avez entre les mains, nous avons entre les mains, une arme extraordinairement efficace, mais qui ne fait
aucun dégât, aucune victime, qui ne fait couler aucun sang, ça s'appelle le bulletin de vote. Alors allez voter, allons voter en 2019. Et pour vous dire aussi que les travaillistes anglais, vous savez que le Parti travailliste, il n'a jamais été aussi à gauche en Angleterre depuis la victoire de Jeremy Corbyn, l'afflux de plein de jeunes qui ont adhéré au Parti travailliste, et on pouvait s'attendre à ce qu'ils disent, bah non, il faut vraiment plus être dans cette Europe libérale-là. Bah non, ils n'ont pas tout confondu. Et il y a eu un vote, là, il y a une semaine, au congrès du Parti travailliste, pour dire que si le Royaume-Uni pouvait rester dans l'Union européenne, bah ça serait quand même mieux. Et je peux vous dire, c'est pas des tièdes, c'est pas des libéraux, c'est pas des sociaux-libéraux, c'est des vrais gens de gauche qui se disent que les combats des travailleurs aujourd'hui, ils se gagnent quand on est ensemble, pas quand on est séparés. Et on termine d'ailleurs là-dessus sur Facebook Live. Merci à tous. Merci. Maintenant, ça sera tous les mois qu'on vous proposera cet exercice en essayant d'améliorer le son, on vous le promet. À bientôt. Désolée pour le À son. bientôt, au plaisir, bonne soirée. Au revoir.